Bonjour tout le monde. Je commence par remercier les organisateurs de cette deuxième journée pour m'avoir invité pour vous entretenir de l'accréditation des laboratoires de biologie médicale et son impact sur la sécurité des patients. Je remercie également la Société tunisienne de biologie clinique pour leur confiance. En fait, je ne vais pas parler de mon expérience, c'est vrai qu'on a commencé, mais je vais essayer d'articuler les exigences de la norme en relation avec la sécurité du patient. Pour commencer, en introduction, je vais préciser que l'accréditation des laboratoires, elle est basée sur la norme 1589, version 2012, que cette norme, elle inclut aussi bien la qualité que la compétence, donc on est accrédité, on est certifié, puisqu'il y a un volet management, et que cette norme, elle est axée soins prodigués aux patients. Vous allez le voir dans toute la présentation par la suite. Sur le plan pratique, je peux vous dire que aucun laboratoire n'est accrédité, aucun laboratoire de biologie clinique n'est accrédité en Tunisie. Il y a quelques démarches volontaires, il y a une dizaine de laboratoires qui sont étatiques et privés. Je vous donne notre expérience. On a démarré en 2010 une démarche vers l'accréditation. Et au jour d'aujourd'hui, on a pratiquement mis en place pas plus que 50% des exigences de la norme parce que c'est très difficile et vous allez le voir pourquoi. La présentation comportera 3 volets. Pourquoi l'accréditation des laboratoires particulièrement? Quelle est la situation actuelle en Tunisie? Parce que je voudrais bien que vous sachiez ce qui se passe, parce que là on parle d'accréditation, c'est pas aussi simple que ça. Et dans la troisième partie, je vais essayer d'articuler les exigences de la norme avec le soin prodigué aux patients. Alors, donc, pour parler le même langage, je vais dire que la définition du laboratoire de biologie médicale a été modifiée depuis quelque temps. On a médicalisé la profession. Un laboratoire est destiné à réaliser des examens de biologie, pas seulement, mais pour donner des informations aussi bien sur le diagnostic, la gestion de la pathologie, la prévention, le traitement de la maladie et l'évaluation de l'état de l'être humain, c'est-à-dire les check-ups. Mais en plus, depuis quelque temps, depuis la nouvelle définition, il doit proposer un conseil. Le biologiste, quand il va signer le compte-rendu du patient, il va interpréter les résultats, il va donner des conseils sur d'autres examens. Donc là, on a médicalisé et il va jouer plus un rôle important sur les soins donnés aux patients. Quant à l'accréditation, c'est une reconnaissance de compétences des laboratoires par un organisme indépendant, à but non lucratif. Et en ce qui me concerne, c'est le TUNAC, c'est le Conseil national d'accréditation tunisien, en France et le COFRAC. C'est une démarche volontaire jusqu'à maintenant. Elle vise à garantir la qualité des laboratoires et elle est basée sur un norme 1589. Elle est complétée par des examens de biologie délocalisée, qui est la norme ISO 22870, parce que dans nos structures maintenant, on a plein d'appareils dans les services cliniques qui ne sont pas contrôlés par le biologiste. Alors qu'en Europe, ils sont contrôlés par le biologiste pour les laboratoires qui sont accrédités et même ceux qui ne sont pas accrédités. Bien sûr, moi je me limiterai uniquement à la norme 1589. Alors, en France, cette accréditation est devenue obligatoire. Et en 2020, tous les laboratoires doivent être accrédités. Ils ont démarré et ils ont donné des limites 2013, 2018 et 2020. Pourquoi? Parce que l'accréditation, c'est la démonstration objective que la prescription du médecin s'effectue avec compétence, en toute sécurité, qu'elle est centrée patient et que les résultats sont fiables. Et ce n'est pas tout, comme a été dit précédemment, cette accréditation soutient l'amélioration continue et la pérennité des prestations données. C'est ça la force de l'accréditation. Il y a 2 raisons pour que l'accréditation soit presque obligatoire dans les laboratoires de biologie clinique. Pourquoi? Parce que les laboratoires de biologie clinique jouent un rôle central dans le parcours de soins ou de santé. Il est là, à tous les niveaux. La biologie médicale joue un rôle, elle est très utile aussi bien en amont qu'en aval de la pathologie. Elle dépiste, elle diagnostique et elle suit les traitements. Et puis plusieurs textes, plusieurs travaux ont montré que la biologie médicale contribue à environ 60 à 70% des diagnostics qui sont réalisés et elle contribue aux décisions thérapeutiques. Ça, c'est la première raison pour laquelle les laboratoires de biologie clinique méritent d'être accrédités. La deuxième raison, c'est qu'un laboratoire est plein de processus
très intriquée et très complexe, et que seule la norme peut être l'outil pour que cette gestion soit efficace pour la sécurité du patient. En effet, ce que vous connaissez, vous, voilà, ce que vous connaissez, j'avais besoin d'un pointeur pour ne pas arriver à ce que vous voyez, c'est le prélèvement, le patient qui vient avec pour être prélevé, puis après on analyse, puis après on fait sortir le résultat pour la satisfaction du patient. Mais ce n'est pas tout. On a besoin de processus support, parce que pour faire cette réalisation, on a besoin de plusieurs sous-processus, en particulier les ressources humaines. Et puis ça, c'est ce qu'on a dans le labo actuellement. Ce qui nous manque, c'est le processus pilote. Il faut manager, il faut améliorer en continu. Et il faut qu'il y ait une interconnexion de l'ensemble de ces processus. Ce n'est pas une personne, un chef de service ou un directeur, une équipe qui peut gérer réellement. Il faut vraiment qu'il y ait une norme et des exigences pour qu'on puisse, un outil pour qu'on puisse arriver à bien interconnecter et arriver à rendre un résultat fiable pour la sécurité du patient. Donc voilà les deux raisons essentielles pour moi, l'importance de la biologie médicale et la complexité des différents processus du laboratoire. Je vais vous donner une idée sur la situation, parce que je suis persuadée que vous ne savez pas le nombre de laboratoires en Tunisie. Il y a 760 laboratoires de biologie médicale en Tunisie. C'est un chiffre que j'ai eu de l'unité des laboratoires de biologie du ministère de la Santé. Eh bien, il y a 59% qui sont de libre pratique et 41% des établissements de santé. Alors, il y a quelque chose qui est sorti. Attendez. Voilà. Alors, regardez la part. Les 449 sont des laboratoires de libre pratique. Ils sont des mini et des atomes de laboratoire. Ils sont tout petits, ils font 5 bilans, 10 bilans par jour, il y a ceux qui font 100. Mais c'est pas assez. L'accréditation, c'est l'expérience, c'est la compétence. Il faut qu'il y ait un regroupement pour qu'on puisse accréditer ces laboratoires. L'autre partie, c'est que là, vous avez tous les laboratoires qui sont étatiques et qui appartiennent à différentes structures, les régionaux de santé publique, et vous avez en bleu 8% apportés à peu près des laboratoires sont des structures hospitalières universitaires. Regardez plutôt le chiffre 148. Il appartient, ce sont des laboratoires qui se trouvent dans des dispensaires qui ont été créés par la direction de soins de santé de base, avec un petit appareil, un infirmier, et voilà, on fait de la biologie médicale. Donc c'est pour vous dire qu'on a réellement des difficultés. Mais pourtant, notre profession, elle est bien structurée. La biologie médicale, elle est encadrée, il y a plein de réglementations. On a des lois qui régissent les laboratoires. Nous avons un comité technique de biologie médicale qui joue un rôle dans la promotion et dans la qualité des laboratoires et qui gère le contrôle national de qualité et qui autorise l'ouverture des laboratoires. Et surtout, nous avons ce guide de bonne pratique qui a été donc élaboré, c'est la 3e version, il est opposable et ce sont des règles qui représentent à peu près 60% des exigences de la norme. Je l'ai coordonné avec un groupe de biologistes et on a pris donc, les exigences de la norme de 2007. Et par conséquent, si on l'applique, on n'est pas loin de la norme. Cependant, il y a des difficultés énormes, c'est sur ça que je vais insister. On a fait en 2010-2011, avec le gouvernement avant la Révolution, le ministre Sneyd, M. Sneyd, une évaluation des laboratoires, des structures, différentes structures de santé régionaux, des laboratoires dans les structures régionaux, dans l'hôpital universitaire, etc. Et il y a des personnes qui sont parties évaluer en se basant sur une checklist du guide de bonne pratique du laboratoire. Et il y a des auditeurs, des évaluateurs qui sont des biologistes, des pairs, pour aller voir. Et qu'est-ce qui s'avère? Il ressort, c'est informatisé, c'est calculé, c'est très bien fait. Mais je vous donne les principales conclusions. Il y a un manque de formation spécifique au management de la qualité. Si on n'a pas de formation en management, on ne peut pas être accrédité. On ne peut pas faire un système de management de qualité. C'est le chapeau que je vous ai montré au-dessus de la réalisation et de la ressource. Insuffisance par absence d'informatisation. On vient de dire que si on n'a pas de dossier médical informatisé, on ne peut pas travailler. Donc ça, c'est le deuxième problème. Il y a absence de formation continue structurée. On vient de dire, on sort, le technicien, il entre, et il sort sans avoir aucune formation continue structurée. Il ne peut pas être compétent, le biologiste aussi. Il y a des difficultés dans le choix des réactifs et du matériel, parce que
il y a une administration très lourde pour les appels d'offres. Et enfin, il y a une infrastructure inadéquate. Coupure d'électricité, coupure d'eau, réseau, informatique. Tout ça, c'est le vécu des hôpitaux, même hospitaliers universitaires, je ne parle pas des régionaux de circonscription. Et donc, dans tout ça, je vous laisse réfléchir sur la sécurité des patients. Donc, voilà, j'ai voulu quand même vous dire. Mais je vais vous dire une autre chose, c'est que nous, on a un état de notre structure, on sait où on est. Donc, on sait ce qu'on doit corriger. Alors, ce que je demande, c'est que les établissements de santé, que les services cliniques fassent leur auto-évaluation, parce qu'on travaille ensemble. Nous, on travaille pour les services cliniques, pour les cliniciens, pour la santé publique. Donc, il faut qu'il y ait une auto-évaluation de toutes les structures, de tous les services, pour qu'on puisse travailler après et évoluer ensemble. Parce que je ne peux pas évoluer bien, moi, avec mon accréditation. Le point noir, c'est que les interlocuteurs posent problème. Je ne parle pas des services cliniques, mais c'est pour vous dire que c'est un problème. Enfin, le troisième volet de la présentation, c'est cette norme, comment elle est articulée et orientée sécurité patient. Cette norme, ces exigences, ils sont placés dans la structure des processus du laboratoire. Alors, le premier processus, ce sont des exigences relatives au management, c'est le chapitre 4. C'est le plus difficile. Nous, on n'est pas formés pour ça et c'est pour ça qu'il faut y avoir une formation de qualité. Alors, et puis, on a un deuxième chapitre, c'est le chapitre 5 de la norme, qui s'intéresse aux exigences techniques et qui s'intéresse donc au processus de réalisation, les dosages, et tout ce qui est nécessaire pour la réalisation, c'est-à-dire les processus support. Et pour simplifier, tout ça pour la satisfaction du client, pour simplifier, j'ai pris la norme, le chapitre 4, et j'ai regroupé les exigences, compétences et organisation nécessaires à l'accréditation, contrôle de prestations et contrat de prestation et conseil, et enfin amélioration continue. Et un laboratoire, pour qu'il soit accrédité, il doit avoir un directeur de laboratoire compétent, c'est-à-dire continuellement formé. Il doit avoir l'autorité et avoir les ressources nécessaires pour une bonne conduite des activités du laboratoire pour répondre aux besoins des patients. Et ça c'est le premier point. S'il y a des laboratoires qui n'ont pas de biologiste, c'est déjà un problème. Et il faut que ce biologiste soit compétent, c'est un deuxième problème. Et il faut qu'il ait des ressources, c'est un troisième problème. Donc, juste j'essaie de comparer par rapport à ce que nous vivons. Alors, en ayant un directeur avec toutes ses qualités, nous aurons des résultats fiables et nous aurons une prise en charge pérenne. Deuxième exigence qui est très importante, c'est la communication. C'est notre point noir. Nous, c'est verbal. Communication verbale, on n'écrit pas. Donc il faut qu'il y ait une communication entre le laboratoire et les parties prenantes, mais également une communication efficace entre la phase pré-analytique, analytique, post-analytique, pour qu'on n'ait pas de perte d'identité du patient. Et ça nous permet d'avoir une sécurité pour le patient, diminuer les risques de survenue d'événements indésirables. Gestion de l'identification, c'est l'exemple type de la communication, et les rediffusions des résultats, c'est le deuxième exemple. Troisième exigence, pour qu'on ait des résultats de qualité, c'est le système de management de qualité qui doit être en continuelle amélioration. Il faut qu'il soit tracé et documenté pour maîtriser tout le parcours du patient dans le laboratoire et pour que ces résultats soient de qualité et d'une manière pérenne. Le contrat de prestation est primordial, parce que nous, comme on l'a dit, comme vous venez de le dire, chacun travaille dans son coin. En fait, il faut qu'il y ait un contrat clinico-biologique dans lequel le laboratoire précise aux cliniciens ses besoins en information pour le patient, comment il doit prélever, quelle est la liste des résultats urgents, quels sont ceux qui sont sous-traités. Donc il faut donner une information et il faut que ce clinicien nous donne les informations nécessaires pour qu'on obtienne des prélèvements adéquats et des résultats fiables. C'est seule la norme qui le dit. Nous, si on n'est pas accrédité, personne ne va mettre un contrat de prestation. Et la nouvelle exigence avec la version 2012, c'est le conseil de prestation, la prestation conseil au niveau de la prestation, le clinicien doit choisir avec l'utilisateur des prestations, il doit dire ce qu'il a, il va orienter, il doit interpréter les résultats et il doit donner des informations sur le prélèvement. Donc il y a un ciblage des tests par cette discussion et par ce conseil, un diagnostic précis, et donc c'est une participation à l'amélioration des soins prodigués aux patients et une sécurité pour le patient. Et enfin, dans le chapitre 4, c'est l'amélioration continue. Il faut une amélioration continue, c'est la PDCA.
il faut qu'on traite nos réclamations et les gestions et les réclamations, qu'on corrige, qu'on fait des actions préventives et qu'on vérifie que ça avance. Ce que dit la norme, c'est qu'il faut qu'on montre que cette amélioration a une influence directe sur l'amélioration des soins prodigués aux patients. Je vous donne 2 exemples. Il faut absolument qu'on révise, par exemple, régulièrement le volume de sang prélevé aux patients. À la baisse, c'est un confort pour le patient. Il faut établir des délais de rendu de résultats plus courts. C'est un confort pour le clinicien et pour le patient. Ça, ce sont 2 exemples qui traduisent l'amélioration continue. On a terminé le volet chapeau du laboratoire, c'est-à-dire management de la qualité, et on va à la partie technique et processus réalisation. Donc les processus réalisation ou le processus support, c'est les ressources. J'ai groupé ça en un volet. Un deuxième volet, phase pré-analytique, post-analytique, identification du patient, c'est le point noir. 60% des erreurs sont dans la phase pré-analytique. Et enfin, le rendu des résultats avec des conseils. L'accréditation exige qu'on ait un personnel formé et compétent. Donc il y a un problème de formation continue. Il faut qu'on ait un environnement maîtrisé et sécurisé. Je viens de vous dire qu'on a un problème d'infrastructure, je viens de vous dire qu'on a un problème de formation continue. Il faut un matériel et des réactifs performants, prouvés et vérifiés. Et je viens de vous dire qu'on n'a même pas le choix de ces appareils et de ces réactifs, surtout je parle dans le secteur public. Je ne dis pas ça pour moi, je dis ça d'une façon générale. Et ces ressources sont indirectement indispensables pour la réalisation de l'analyse. Je vous mets ça, cette phase préanalytique, je la mets pour un peu vous montrer la complexité, ce qui se passe dans le processus de la phase préanalytique. Ça, c'est la phase. Il y a un problème d'identification du patient et de la qualité du prélèvement. Vous voyez le patient, pour le prélever, il y a le technicien qui intervient, il y a le prescripteur, il y a le fournisseur, il y a le préleveur, il y a le biologiste. Et donc, ce patient, il doit passer, regardez les points en vert, il fait 10 tâches pour être prélevé. Et c'est juste pour vous dire que c'est très compliqué. Et seule l'accréditation, avec des procédures, avec des formulaires, avec des instructions, qui peut nous sauver. Donc, il faut absolument